Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Bien, donc je vous propose peut-être d'attendre encore une minute. On a déjà 25 personnes qui sont présentes. Euh, je vais attendre une petite minute et puis on va commencer, si vous voulez bien. Bien, bonjour à toutes et à tous et puis merci de vous être inscrits à ce webinaire en français. Qui a pour but en fait de vous donner une introduction aux techniques, aux technologies des caméras à mettre, puisqu'elles ont beaucoup évolué sur les dernières années. Pour cela, je vous présenterai d'abord quelques notions importantes en imagerie MET qu'on va chercher à optimiser au travers de ces développements technologiques, puis on abordera donc ces différentes technologies elles-mêmes en illustrant par des exemples leurs apports en termes de possibilités en imagerie, en diffraction, mais aussi au travers d'applications. Et puis pour finir, je vous donnerai quelques réflexions finales sur les perspectives. Surtout, n'hésitez pas à vous poser vos questions via le chat. On essaiera d'y répondre en fin d'exposé. Ou si on n'a pas le temps, on vous répondra directement par mail. Donc, avant d'aller plus en avant, il est important de rappeler ce qui a changé depuis les premiers enregistrements en support de plaques de verre utilisées au début de la microscopie électronique. Mais en fait, un point majeur, c'est de dire qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut faire avec les nouvelles caméras. Voilà, typiquement une image qui était tout à fait impossible d'obtenir il y a encore quelques années et qu'on peut obtenir maintenant grâce à la détection directe avec des doses extrêmement faibles, puisque là on parle de 0,1 angstrom, 0,1 électrons par angstrom carré, avec une dose totale de 4 électrons par angstrom carré. Donc cet exemple de matériau qui est sensible aux électrons, c'est une structure organométallique qu'on appelle MOF, était donc bien irréalisable il y a quelques années. Mais qu'est-ce qui a changé dans les technologies de caméra pour mettre? En fait, donc il y a eu des nouveaux designs de capteurs pour une lecture plus rapide. Il y a des nouvelles techniques de détection. Je viens d'évoquer la détection directe pour améliorer la sensibilité. La puissance de calcul a bien sûr énormément augmenté ces dernières années. Ça nous permet de gérer des débits et des quantités de données bien plus élevées. Et enfin, grâce à la combinaison de ces trois nouveaux paramètres, on peut utiliser des techniques de traitement d'image bien plus développées que ce qu'on pouvait faire avant. Donc, si après plusieurs heures passées à préparer l'échantillon et régler les conditions d'observation, la seule chose qui reste à faire, c'est bien sûr d'obtenir et d'enregistrer une image ou un cliché diffraction. Et il a fallu attendre 50 ans après le premier mètre pour voir les premières caméras CCD, avec l'apparition de la première caméra CCD de l'année 1990 par Gatan. Et les CCD ont progressé beaucoup plus rapidement que les caméras à détecteur capteur CMOS, simplement parce que à cause de limitations technologiques, pour graver le silicium, ce qu'on appelle la lithographie. Suite à ces on a vu donc apparaître les caméras CMOS que vers la fin des années 2000, puis les nouvelles caméras de type détection directe ou détection hybride, je reviendrai un peu sur les différences plus tard, que vers la moitié des années 2010. Les films étaient en fait de très bons supports pour capturer les images au mètre, mais en fait c'était bien sûr compliqué et très fastidieux aussi à utiliser, puisque en fait on pouvait avoir un nombre limité de films cassettes. Le chargement du film et le développement des images
prenait du temps. Les systèmes d'imagerie numérique CCD, en fait, ils ont grandement amélioré la facilité d'utilisation pour permettre de stocker donc les images, mais aussi les métadonnées, c'est-à-dire des informations texte, par exemple, des informations sur les angles les positions X, Y de l'échantillon, qui est directement stocké dans le fichier associé à l'image. Avant d'aller plus en détail sur voir les technologies actuelles et leur support, en fait, je vais d'abord aborder un peu les notions importantes qu'on va chercher à améliorer au travers de ces développements technologiques. Et donc, pour évidemment améliorer les propriétés des caméras au final. La première notion, c'est la notion de résolution qui est en fait simplement la capacité de distinguer le contraste. En fait, dans les caméras microscopie électronique en transmission, ce n'est pas le plus petit détail de l'échantillon qui est résolu, contrairement au système d'imagerie généraux. Typiquement, sur une caméra TV, on ne parlera que du nombre de pixels. Ici, en fait, il faut prendre en compte l'interaction de l'électron avec tout le système excusez-moi, j'ai fait chercher mon pointeur. Option pointeur, voilà. Donc, il faut prendre en compte l'interaction de l'électron avec tout le système d'acquisition d'images, à savoir le scintillateur, le système de couplage et effectivement le capteur au final. Donc, on va mesurer la largeur à la mi-hauteur de la distribution des photons qui proviennent de l'électron, donc qui ont été émis au niveau de l'interaction électron-scintillateur. On va le mesurer grâce à une fonction qu'on appelle la fonction d'étalement et la fonction qu'on appelle la fonction point spread function. Une remarque, puisque l'émission des photons résulte de l'interaction électron-matière, cette réponse du capteur ou la point spread function va être fonction de l'énergie incidente des électrons. Et donc, les caméras vont être optimisées pour une gamme de tensions d'accélération donnée. Les pixels, donc, ils doivent être, eux, suffisamment petits pour seulement capturer l'information des électrons qui viennent de cette fonction d'étalement, donc la PSF, et avoir une meilleure résolution. Si on a des pixels trop petits, on va on peut subdiviser donc cet étalement sur plusieurs pixels. Donc, on va générer un suréchantillonnage. On va gaspiller de la bande passante et de la mémoire avec des lectures de pixels plus rapides et plus nombreux. Enfin, comme on a étalé la lumière sur plusieurs pixels, on va diminuer la profondeur de dynamique de l'image. Dans le cas inverse, si les pixels sont trop grands, on va perdre de la résolution des électrons individuels rentrants, puisque l'étalement sera donc inférieur à la largeur, par exemple, des pixels. Une donnée extrêmement importante pour mesurer les propriétés des caméras, c'est ce qu'on appelle l'efficacité quantique de détection. En d'autres termes, c'est le bruit que va générer une caméra lorsqu'elle reçoit un signal. On va la mesurer au travers de cette fonction qui est donnée ici, qui est simplement le rapport entre le bruit sur l'image de sortie sur le bruit de l'image initiale. Un détecteur idéal ne générera pas de bruit et donc aura une DQE qui sera égale à 1. La DQE est une fonction de spatiale qui est fonction en fait des distances en fait qu'on va enregistrer sur l'image. Et en particulier, elle a une limite qui est dite une limite physique, qui est dite la limite de Nyquist, qui dit qu'on ne peut pas distinguer un détail inférieur à 2 fois la taille du pixel. Donc la notion de pixel, là, est à nouveau très importante. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur une image? Si on prend l'image de M. Denis Poisson, qui a parfaitement décrit l'interaction électromatière. Donc, cette image bruitée initiale, si on lui applique une DQE de 0,33, on ressort une image avec encore plus de bruit à la sortie. Autre point qui est extrêmement important qu'on va chercher à analyser, à optimiser dans le développement des caméras, c'est la sensibilité et la linéarité de réponse. La sensibilité, ça va être effectivement le signal minimum qui va être détecté. Si on cherche à détecter un électron, il faut que le gain du système
soit telle que le signal de sortie qui soit égal à 1 qui provient de l'électron, typiquement ce genre de réponse, soit supérieur au bruit électronique du système. La difficulté sera donc de bien soustraire ce bruit électronique du signal de l'électron pour ne pas perdre de signal. La linéarité, c'est la relation entre la sortie, donc en fait, c'est la sortie, donc l'image, l'intensité de l'image, et l'entrée, le nombre d'électrons. L'objectif étant d'avoir une réponse strictement proportionnelle et linéaire avec la quantité d'électrons qui sera rentrée dans le système. Une notion aussi extrêmement importante, c'est la dynamique donc, de la caméra. Donc, c'est la plage de valeurs ou de niveau de gris, on pourrait dire, qui vont être capables de distinguer dans la caméra entre le minimum, donc le 0, qui va être limité par le bruit intrinsèque, et le maximum, qui est le nombre de bits qu'on va avoir sur le système de détection. Aujourd'hui, comme les caméras sont beaucoup moins de bruit que les versions d'avant, ce n'est pas le facteur le plus important. Mais on va parler plutôt en fait de la capacité de cumuler les images. Typiquement, si on a une image qui a été acquise, une image unitaire qui a été acquise avec 12 bits de dynamique, qui nous donne 4000 niveaux de gris, si on peut accumuler 40 images en une seconde, eh bien, on va obtenir plus de 160 000 niveaux de gris. Au-delà donc de la sensibilité, de la linéarité et de la DQE, en fait, il y a aussi le champ de vue et le rendement des caméras qui va être directement contrôlé par le position de la caméra. Donc, on pourra par exemple passer la caméra en port grand angle ou en bas de colonne. La différence entre les deux sera équivalente à une diminution de grandissement sur l'image entre le port grand angle par rapport au bas de colonne, typiquement un ratio de 7. Ça veut dire qu'au final, si on a un capteur avec un nombre de pixels fixe et identique en haut, et en port latéral et en bas de colonne, on aura donc moins de pixels par angstrom carré et donc une résolution qui sera limitée au port grand angle par la point sprite function ou la limite de twist. Enfin, la taille de capteur peut nous donner donc la taille peut permettre d'agrandir la taille de l'image. Mais plus on va avoir de nombre de pixels, plus le poids de l'image va augmenter. Et la limite sera que les grands capteurs ne pourront pas être mis sur le port grand angle. On peut aussi augmenter ce champ de vue par des montages donc, qui font maintenant très facile à utiliser, par exemple, dans l'interface digital macrograph. Mais, encore une fois, comme sur le port grand angle, en fait, ces images-là sont sensibles aussi aux défauts optiques des microscopes, donc typiquement aux déformations en périphérie des images. Et autre phénomène important, lorsqu'on fait du montage, les électrons se déplaçant en forme de spirale dans un microscope, ils n'auront pas la même incidence d'un côté et de l'autre de l'image. Donc, sur des matériaux cristallins, on peut avoir des modifications des contrastes de diffraction en faisant le montage au niveau des périphéries, ce qui peut gêner un peu lors du montage. Le rendement sera donc la surface imagée par unité de temps. Donc, c'est des notions qui sont très importantes pour les gens qui font du 5D Wave Particle Analysis ou par exemple de la microdétermination de structure par micro-ED. Enfin, une notion sur laquelle je reviendrai plus tard, qui est en fait ce qu'on appellera le mode super résolution, qui va permettre de mesurer des détails typiquement sur des 4 fois inférieurs à la taille de pixels. Une illustration ici vous est donnée pour vous montrer quelle est la différence entre une caméra qui va être placée sur le port grand angle, donc c'est les caméras qui sont les traits en pointillés que vous avez ici, avec 2 modèles de caméra par rapport à la caméra en bas de colonne. Donc, vous voyez ici entre le violet de la caméra Rio 16 qui est placée sur un port grand angle, qui va vous donner un champ d'observation de cette taille-là, avec des pixels donc, typiquement de 9 microns, alors que si elle est placée en bottom, on va simplement acquérir pour le même grandissement de microscope que cette zone-là, avec cette fois-ci toujours le même nombre de pixels, mais sur ce champ plus petit. Je vous ai représenté aussi les autres types de caméras que nous proposons aujourd'hui avec les champs respectifs. Donc, au final, entre un port grand angle et en fait le bas de colonne, ce qu'il faut faire attention, c'est le nombre de pixels par angstrom carré que vous allez avoir.
pour le type d'imagerie que vous allez faire. Donc maintenant, par rapport à tous ces paramètres, qu'est-ce que vont apporter les technologies et quelles sont les technologies actuelles que nous proposent pour les caméras? Les caméras CCD, en fait, dans les caméras CCD, en fait, la charge était transférée de pixel en pixel avant d'atteindre le registre de lecture, ce qui peut entraîner des lenteurs. Toutes les charges étaient lues en une seule fois, de ce qu'on va appeler un global shutter, alors que sur une caméra de type CMOS, la lecture est faite au niveau de chaque pixel, ce qui raccourcit énormément le temps de lecture. Et les lignes peuvent être lues de façon individuelle grâce à ce qu'on appelle un rolling shutter. Ça nous conduit à des avantages de la caméra CMOS qui va nous donner une lecture bien plus rapide et puis va pouvoir permettre d'acquérir des images entières, donc pleine résolution, bien plus rapidement. Par exemple, le capteur, la caméra Clearview a un capteur de 4K par 4K et est lu avec une fréquence de 50 images par seconde. Ça va nous permettre de faire des expériences en live à la résolution maximale. Ça va nous permettre d'avoir une correction de dérive optimale entre chaque image et des expositions plus longues sans saturation de la caméra. On va pouvoir aussi faire de l'acquisition de vidéos pour faire des expériences in situ ou des expériences plus complexes comme les expériences de 4D STEM. Je reviendrai plus tard en fin d'exposé. Donc, si on regarde un peu maintenant les détecteurs. Les détecteurs, en fait, il y en a deux types. De détection indirecte, possédant un scintillateur qui va transformer les électrons en photons, ou détection directe, où le capteur va directement transformer l'électron en charge électrique. Le scintillateur va être couplé donc au capteur, qui étaient soit des capteurs CCD ou des capteurs CMOS. Donc, on va retrouver sur la détection indirecte donc les anciens capteurs CCD ou on va trouver aussi les nouveaux capteurs dits CMOS. Et en détection directe, on va retrouver toute une variété d'autres détecteurs qu'on appelle détection hybride ou encore Active Pixel Sensor, où la charge et l'électron est directement transformé en charge au niveau du capteur. Pour la détection indirecte, il est nécessaire de coupler le scintillateur avec le capteur grâce à un système de couplage qui peuvent être soit des fibres coniques et des lentilles qui vont eux aussi avoir toute leur influence sur la qualité de l'image de sortie. Donc en fait, dire caméra CMOS ne décrit pas totalement la performance d'un détecteur. Donc, si on revient un peu sur le couplage optique, qu'est-ce que c'est? En fait, on va avoir notre électron qui va transformer, qui va générer des photons au niveau du scintillateur au-dessus d'un prisme qui va réfléchir les photons vers un système optique qui va renvoyer vers le capteur CCD. Le couplage fibre optique, lui, on va être simplement en fait en dessous du scintillateur, tout un tas de fibres optiques de taille qui devront être ajustées. Typiquement, chez Gatan, on fait du couplage 1-1 pour que la poire d'interaction des électrons avec le scintillateur soit adaptée à la taille du pixel de sortie. Enfin, il y a des détections directes sur détecteurs massiques. Puis, une autre technique qu'on utilise chez Gatan, à savoir des détecteurs qui sont ce qu'on appelle backfin ou affinés simplement, pour permettre aux électrons de passer au travers. Si maintenant on regarde un peu les effets du couplage des optiques ou fibres optiques. Pour le couplage des lentilles, en fait, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle est relativement bon marché. C'est une technique qui est utilisée depuis le début des caméras, mais elle présente beaucoup de désavantages. Par exemple, on peut avoir des aberrations chromatiques. Le prisme, lui, va étaler, par exemple, les photons en fonction de leurs différentes énergies. On peut avoir au niveau des lentilles, en fait, de la distorsion. Et l'ensemble de ce système, on peut avoir aussi donc des pertes de lumière. Si on regarde pour la fibre optique, en fait, c'est un système qui est beaucoup plus cher à utiliser et de conception et d'optimisation bien plus difficile.
mais qui ne donne pas de distorsion relative et lentille. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, on assure, par exemple, dans les caméras Gatan, le meilleur transfert de lumière possible grâce à un couplage de type 1-1, à savoir que la poire d'interaction, la taille de la poire d'interaction électron-scintillateur va être adaptée à la taille du pixel de sortie. Voici un exemple sur des anciennes caméras donc optique, couplage lentille, pardon, et la même avec un couplage fibre optique. On peut s'apercevoir donc entre ces deux images qu'on a une impression de flou. Cette impression de flou, elle est liée au fait qu'on dégrade la spread function de la caméra à cause du couplage optique et de ses défauts. Autre type de couplage, ce qu'on appelle les fibres optiques dites coniques ou entonnoirs. Ces fibres optiques sont généralement utilisées pour des capteurs de très petite taille, de pixels. Et donc, on va avoir nécessité d'essayer de récupérer le maximum de lumière au niveau qui est émise au niveau de l'écran de phosphore pour l'envoyer sur le pixel. Le souci de ces technologies-là est que, en fait, la forme conique fait que les photons qui rentrent à l'intérieur vont frapper les parois réfléchissantes de bord de la fibre, mais avec un angle qui va augmenter au fur et à mesure des réflexions et ils vont risquent d'atteindre l'angle limite au bout duquel ils vont passer au travers. Donc, on aura une perte de lumière dans ce système. Donc, le rendement n'est pas celui escompté dans ce qu'on pourrait d'un effet entonnoir. De façon plus schématique, toutes les détections indirectes donc, sont composées d'un scintillateur, comme j'ai dit, qui va convertir les électrons en lumière. Ce scintillateur va être couplé avec un système de transfert de lumière. Donc, on va voir au niveau du couplage éventuellement des phénomènes d'un mauvais couplage, par exemple, on va avoir des réflexions de lumière ou des réflexions d'électrons qui peuvent générer d'autres photons à côté et donc renvoyer de la lumière parasite. Notre système de transfert peut générer aussi des artefacts. Et enfin, on arrive donc sur notre système notre capteur qui peut être anciennement un CCD ou maintenant un détecteur CMOS qui va être sensible lui à la lumière. Sur une caméra à détection directe, typiquement volumique, tous les étages donc de conversion électron-photon de transfert de la lumière au détecteur sont supprimés et la lecture de l'électron ou le transfert de l'électron en charge se fait directement au niveau du capteur lui-même. Dans ce schéma ici qui est un capteur volumique, les électrons en fait peuvent continuer leur trajectoire en dessous du capteur, puis être rétrodiffusés et venir à nouveau générer des charges sur les pixels voisins, ce qui peut générer du bruit. C'est la difficulté intrinsèque d'optimisation de ce genre de capteur. Dans les caméras Gatan, nous utilisons des capteurs dits affinés, dont l'épaisseur va être déterminée en fonction de la gamme de tension d'accélération qu'on va utiliser pour qu'ils puissent passer au travers tout en cédant de l'énergie avec une interaction électromatière minimisée pour optimiser encore la post-spread function de la caméra. Ces capteurs-là sont faits en matériaux avec un faible numéro atomique, donc ils sont fins. Ils vont avoir une excellente point spread function. Ils vont être plutôt orientés pour des tensions d'accélération plus élevées. Ils vont avoir des petits pixels, donc on va pouvoir mettre un grand nombre de pixels dans un capteur. Ils sont capables de ce qu'on appelle le mode supérieure résolution, tout ce que j'expliquerai après. Toutefois, en fait, il est nécessaire d'avoir une dose relativement faible pour limiter ce qu'on appelle la perte de coïncidence, à savoir la capacité du détecteur de mesurer chacun des électrons qui va arriver en même temps, les uns à la suite des autres sur les pixels. Comment ça se traduit ça sur la DQE, sur les courbes de DQE, donc qui sont les courbes en fonction de la fréquence et des distances en fait qu'on mesure sur l'image. Vous avez ici donc, typiquement la courbe typique qu'on avait sur un film. Les premières caméras CCD, comme vous pouvez le voir, en fait, elles avaient quand même beaucoup de bruit par rapport à ce qu'on pouvait faire sur un film. Si maintenant on regarde la première caméra Gatan détection directe, elle nous a permis donc de récupérer une DQE supérieure à ce qui se faisait sur les films à l'époque, avec une sensibilité bien plus grande, puisqu'on détectait chacun des électrons. La deuxième étape d'optimisation, c'est le mesure de la charge elle-même.
en fait, les caméras à détection indirecte ont la charge lorsque l'électron rentre dans le détecteur. Donc, il va être, le signal de l'électron va être diffusé. Par exemple, ici, s'il rentre sur ce pixel, en fait, le signal reçu, la charge va être le signal de l'électron du fait de la diffusion va intéresser ces 4 pixels. Donc, on va mesurer une charge sur 4 pixels et on va restituer donc cette lecture de charge sur l'image. Si maintenant on est capable d'aller très vite, et bien en fait, on va être capable, une fois qu'on a cette charge qui est ici, on va être avec des bons algorithmes, on va être capable de dire qu'en fait, ce pixel-là a reçu la charge principale et donc on va être capable de lui affecter l'ensemble de la charge. Ce qui veut dire qu'on va réduire la pulse spread function de la caméra. Donc, toutefois, si la caméra ne va pas assez vite, il peut y avoir une perte de linéarité, comme je l'ai évoqué juste à l'instant, c'est-à-dire que la caméra, deux électrons peuvent arriver sur un pixel dans le cours d'une seule lecture, et donc on va perdre, donc le rendement de sortie va pas être linéaire en fonction de la densité des électrons rentrants. Voici une illustration de l'effet du comptage. Donc, c'est les deux mêmes images, une obtenue en fait en ce qu'on appelle en intégration de la charge, et la deuxième qui est faite en appliquant l'algorithme de comptage. Par exemple, ici, ce pixel qui paraît très brillant, en fait, il a un signal variable en énergie puisqu'il peut avoir la charge peut être étalée sur plusieurs pixels. Et si on lui affecte la procédure de comptage, en fait, l'événement va être transformé en binaire, j'allais dire, entre la valeur 0 ou la valeur 1. Les zones, de même, les zones qui paraissent grises sur l'image, en fait, tout vont être éliminées simplement par ce processus de comptage. Donc, ces deux effets-là vont en fait restaurer beaucoup la DQE. Et quels vont être l'effet typiquement sur notre exemple de l'ancienne caméra K2? Simplement en mettant le comptage, voilà typiquement les courbes qu'on obtient. Donc la courbe, c'est typiquement, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le bruit qu'on va générer. Donc la caméra parfaite, ça sera une caméra avec une DQE de 1. Donc on voit qu'on augmente très sensiblement les performances de la caméra et en diminuant énormément le bruit de la caméra. Comment ça se traduit sur une caméra sur le bruit qu'on va mesurer? Donc, une image à gauche qui a été acquise sur une caméra scintillateur en mode cumulatif, la même image qui a été acquise sur une caméra détection directe, la caméra métro, mais en mode comptage, toujours en cumulant. Mais on peut s'apercevoir qu'en fait, on a énormément un bruit de fond sur l'image à scintillateur, alors que sur l'image ici obtenue strictement dans les mêmes conditions sur la caméra métro, on n'a eu que 350 faux positifs, fausses lectures, pour plus d'1 milliard de lectures. Donc tout ça, ça va nous garantir que les images obtenues sans électrons seront vraiment noires, et ça va nous permettre d'être sûr que dès qu'on va avoir un électron, cet électron détecté sur notre caméra, ça sera vraiment un électron réel. Et donc, du coup, ça nous permettra de détecter des tâches, par exemple, à diffraction extrêmement fine. Une illustration en image. Donc, l'image de gauche a été acquise sur la caméra K3 en mode linéaire, sur l'image de droite, sur cette même caméra, strictement dans les mêmes conditions, mais en mode comptage. On peut s'apercevoir sur le petit zoom qui est fait de la région bleue ici, on voit très bien les rangées atomiques. Et si on compare ces deux zones avec le mode comptage, on s'aperçoit que le mode comptage, sur le zoom, on voit nettement mieux donc les rangées atomiques. Ce qui est confirmé sur le transformé de Fourier ici, où on voit qu'on a de l'information bien plus loin que ce qu'on avait en mode linéaire. Autre exemple sur donc une caméra dite OneView, donc c'est une caméra indirecte, scintillateur et détecteur CMOS. Voici un cliché de diffraction qui était obtenu pour une 5 secondes d'exposition. Typiquement, le profil d'intensité qu'on a sur cette rangée atomique, de diffraction ici, on voit qu'on distingue bien les tâches, mais qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Si maintenant on insère sur ce même microscope, strictement dans les mêmes conditions, la caméra à détection directe métro, voilà typiquement le genre de cliché qu'on va obtenir.
Donc, on voit que tout simplement, les détails sont beaucoup plus nets et qu'il y a beaucoup moins de bruit de fond. Autre illustration en image sur un semi-conducteur qui est sur la caméra OneView, qui est une caméra 4K par 4K, donc avec les conditions d'illumination que vous avez qui sont données ici. Si on la compare, donc on distingue bien aussi dans cette zone les rangées atomiques. Si on la compare sur la caméra, l'image qu'on pourrait obtenir sur la caméra métro, qui est une 2K par 2K, qui va prendre que cette zone-là, mais avec la même taille physique de pixels, on voit très nettement qu'en fait, là, le fait de pouvoir faire du comptage et de la détection directe va nous permet d'avoir des franges beaucoup plus nettes. Et qu'on confirme sur la transformée de Fourier ici, on voit qu'on a des informations bien au-delà du cercle ici, bien au-delà du cercle d'un angstrom, alors qu'on ne les distingue pas sur la caméra OneView. Maintenant, en complément, j'ai évoqué tout à l'heure le mode dit super résolution. Donc, dans les caméras, la limite théorique d'information, elle est définie par la taille physique des pixels. Et ce mode-là est dépassé par le mode super résolution, puisqu'elle, dans une caméra de ce type, en fait, non seulement on est capable de compter et d'affecter la charge à un pixel, mais aussi on est capable de mesurer plus précisément que la taille du pixel le barycentre des charges et donc de subdiviser le pixel en 4. Pour ceci, il est nécessaire d'avoir évidemment des caméras qui soient extrêmement rapides. Et cela donc, on va donc pouvoir ainsi dépasser la limite de Nyquist physique des caméras. Comment ça va se traduire sur notre courbe de DQE qu'on reprend ici? Tout simplement, au-dessus de la limite physique de Nyquist, qui est ici à 1, on va pouvoir récupérer l'information jusqu'à 2 fois cette limite physique de Nyquist. Le dernier mode la dernière technologie de caméra qui est aujourd'hui disponible, ce sont les caméras dites à détection hybride, où en fait l'électron va être détecté au niveau du capteur. La charge va être assurée au niveau de ce qu'on appelle le bump pad. Le signal va être lu au niveau de l'ASIC et en fait toute l'information va être transférée pour former l'image en la suite. Ces caméras-là, en fait, ont aussi une excellente fonction. D'abord, simplement par le fait qu'il n'y a pas du tout de système de écran phosphore ni système de couplage pour récupérer la charge au niveau des capteurs. Et leur technologie fait qu'elles sont adaptées à des tensions d'accélération plus faibles. Elles ont des plus grands pixels, typiquement en fonction des technologies, typiquement entre 50 et 100 microns, contrairement aux 5 ou 15 microns qu'on pouvait voir sur les autres caméras évoquées précédemment. Donc, dans le capteur, il y aura donc un nombre plus petit de pixels. Cette technologie fait que, donc avec le comptage qui est intégré dans le pixel, fait qu'en fait, on a une très faible perte de coïncidence et qu'on va pouvoir admettre des flux d'électrons bien plus importants au niveau de la caméra. Si on par rapport à la détection directe, donc on va avoir la détection directe dite en transmission qu'on va utiliser sur la caméra K3 Métro Alpine par exemple chez Gatan. Donc avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc des matériaux faibles Z et très fins, donc avec une épaisseur qui va être optimisée sur la gamme de tension sur laquelle on va travailler. Ils vont avoir une excellente thread function, mais qui vont plutôt s'adresser à des plus hautes tensions d'accélération, simplement parce qu'il est très dur de réaliser des capteurs extrêmement fins qu'il faudrait faire pour travailler à basse tension. Ces caméras-là vont avoir des plus petits pixels, mais avec un grand nombre de pixels sur le capteur. Et on limitera la perte de coïncidence, on va l'éviter simplement en réduisant la dose. La caméra hybride, elle, va plutôt s'adresser donc à des tensions d'accélération plus faibles de par sa technologie, mais elle s'appuie sur des gros pixels qui vont assurer une dynamique et surtout le fait qu'on ait des gros pixels va rendre cette caméra extrêmement performante pour la diffraction et par exemple pour la spectroscopie de perte d'énergie.
Cet exemple-ci est simplement pour vous montrer un cliché de diffraction sur lequel on va suivre et comparer les intensités de ces 3 taches cerclées ici, donc qui sont plutôt de relativement faible intensité, sur différentes caméras qui sont installées sur qui ont été installées sur le même microscope, et chacun des clichés est obtenu strictement dans les mêmes conditions. Donc les tâches qu'on a vues précédentes, tâches de diffraction, ici, en fait, qui ont été enregistrées donc dans les mêmes conditions sur la caméra métro, sur la caméra K3, sur la caméra OneView. Donc, on peut tout de suite voir ce qu'on avait déjà vu sur l'exemple en diffraction entre la caméra OneView et la caméra métro, c'est que les tâches de diffraction sont beaucoup plus étalées sur la OneView qu'elles ne le sont sur les caméras à détection directe. On peut aussi voir que la dynamique, en fait, le signal, en fait, le niveau de signal sur la caméra OneView est très faible en comparaison de ce qu'on peut avoir sur la métro, et encore plus sur sur la K3, pardon, et encore plus sur la métro. Enfin, si on compare ça à la détection caméra détection hybride, placée aussi sur le même microscope et strictement dans les mêmes conditions, on peut voir que simplement en comparant les valeurs max de dynamique, on a typiquement 2 ordres de grandeur de plus en dynamique sur une caméra stellaire dans les mêmes conditions que ce qu'on pourra avoir sur la détection directe à côté. Toutefois, on voit l'effet de la taille du pixel, que vous voyez ici, sur la détermination des spots. Si maintenant on donne quelques exemples en fait d'application de ces caméras, alors typiquement c'est les caméras CMOS à détection indirecte. Ces caméras-là, comme on peut le voir ici, permettent de faire de l'imagerie tout à fait usuelle, comme l'image de gauche, qui est une image obtenue sur du pancréas. Donc, typiquement, c'est des images qui ont été toutes obtenues sur la caméra Clearview en 4K par 4K avec 50 images par seconde. On a ici un matériau qui est sensible aussi aux électrons, qui est un matériau 2D, donc c'est un MOF. Donc, on peut travailler donc, dans des conditions d'imagerie relativement faible intensité de lumière. Et on a aussi encore un dernier exemple sur un matériau sensible aux électrons ici. Donc, on peut parfaitement faire de très, très belles images. Ces caméras-là permettent de travailler donc dans la gamme de tension typiquement de 80 à 300 kV, même si on peut étendre ce domaine en adaptant le scintillateur. Dans une autre autre exemple d'application sur les caméras, maintenant on peut faire, les technologies 4D STEM ont été améliorées et développées sur les dernières années. Je reviendrai ce que c'est plus en détail sur la prochaine slide pour montrer ce que c'est que le 4D STEM. Mais c'est lié au fait que les caméras maintenant ont toutes des très grandes vitesses et des très grandes sensibilités, ce qui est nécessaire pour faire ce genre de technologie, puisqu'il faut aller vite et donc être très sensible même aux faibles signaux. Donc, qu'est-ce que c'est que le 4D STEM dont je parle plusieurs fois pour ceux qui ne connaissent pas? Simplement, on est dans un microscope électronique en transmission, on va se mettre en mode scanning, donc on va balayer l'échantillon, comme on le voit ici, là. On va balayer les échantillons. En balayant, donc notre sonde défocalisée, ça veut dire que sur notre écran ou sur notre caméra, on va récupérer un cliché de diffraction. Donc, si on met un détecteur annulaire ici, eh ben, on va récupérer l'image STEM donc, intégrée sur tout ce qu'il y a à la périphérie. Mais on peut, à chacun des points, sauvegarder sur notre caméra qui est en dessous du microscope, en bas de colonne, on peut sauvegarder en chaque point l'image de ce cliché de diffraction. Et après, utiliser par exemple l'intensité, les évolutions d'intensité centrale pour faire des différentes phase contrast, pardon. Utiliser les positions précises des tâches de diffraction pour faire des mesures de contrainte, ou encore faire des cartographies d'orientation directement sur les échantillons. Voici un des paramètres importants donc, de ces techniques, c'est la vitesse de la caméra. Et en particulier, souvent, c'est la vitesse de la caméra pour pouvoir étudier des matériaux sensibles. Vous avez ici un exemple ici d'une comparaison donc de la Stella, qui est la caméra à détection hybride, qui est capable de faire jusqu'à 16 000 images par seconde. Donc, c'est une image HADF qui est reconstituée à partir de chacune des
chacune des images des clichés de diffraction qui ont été enregistrées en balayage sur chacun des points, comme on l'a vu juste avant. La même, vous avez vu sur une vitesse avec un autre détecteur à détection hybride, ici à droite, avec une vitesse cette fois-ci de 1000 images par seconde, ce qui est déjà très rapide, mais on voit très nettement la différence au final. Ça nous permet donc effectivement d'avoir une vitesse plus rapide, donc, et limiter au maximum les endommagements par le faisceau sur les échantillons. Mais aussi, ça permet de couvrir de plus grandes larges zones, donc si, en moins de temps. Je vais vous montrer ici une autre illustration donc, de ce qu'on peut faire en imagerie in situ. En fait, grâce aux caméras à des directs qui ont des fréquences d'image typiquement de l'ordre de 1500 images par seconde et qui ont une sensibilité à l'électron unique. Donc, ça permet donc la collecte de données in situ avec une résolution temporelle de l'ordre de la milliseconde en pleine résolution avec n'importe quelle caméra compatible in situ. Voici par exemple un exemple ici sur la droite. Vous allez voir une croissance de dendrites de cuivre qui est obtenue à partir d'un précurseur métal organique in situ. Donc, cette croissance se fait sous le faisceau. Voilà typiquement ce qu'on est capable de faire, donc d'enregistrer en moins d'une seconde. Donc, le comptage des électrons signifie qu'avec les données actuelles, les données qu'on va acquérir, en fait, systématiquement, on va connaître le débit de dose précis qui va être cumulé sur chacune des images. Si on revient un petit peu en arrière, voici ce qu'on était capable de faire il y a une quarantaine d'années. En fait, c'était sur effectivement cette étude visait à étudier un peu les atomes d'or qui se déplaçaient donc en fonction des phases cristallines à la surface de nanocristal d'or. On était juste capable de distinguer ici sur les flèches qui sont présentées des nuages atomiques. À l'époque, ça avait été caméré, cette image-là a été capturée avec une caméra TV qui avait été visualisée sur un écran TV, puis enregistrée sur une caméra VHS. Donc évidemment, on avait une sensibilité, une vitesse d'acquisition extrêmement limitée, et on n'avait pas de métadonnées, donc du type durée, du type dose éventuelle qui pouvait être enregistrée avec ces images et synchronisée avec cette prise d'image. Mais c'était quand même une expérience importante qui avait été publiée dans Nature à l'époque. Voici maintenant ce qu'on peut faire. Typiquement, vous voyez ici en bas, vous allez voir vos petits atomes. J'espère que vous pouvez les voir, le débit est suffisant. C'est une expérience qui a été faite avec Thierry Lépicier à l'INSA en France. Donc l'INSA de Lyon, pardon. Donc en fait, on voit, on a vu très nettement donc les atomes de cérium qui en fait bougeaient à la surface des facettes très réactives de l'oxyde de cérium. Donc toutes les caméras Kapton actuelles permettent de faire ce genre de choses, voire avoir une sensibilité encore bien plus élevée. Et encore une fois, les données vidéo seront stockées directement sur disque avec toutes les métadonnées associées. Ces données pourront évidemment être et exploitées directement dans les logiciels de lecture qu'on retrouvera dans Digital Micrograph. Par exemple, voici typiquement le logiciel qu'on va pouvoir exploiter, qui est donné directement dans Digital Micrograph, qui va permettre de faire des recoupes de taille de l'image, de sélectionner, de faire des alignements, faire des corrections de drift supplémentaires, de faire des traitements supplémentaires. Voilà, typiquement, c'est une autre donnée, une autre expérience in situ ici qui est faite en chauffant un hydroxyde de fer. Donc, on voit son évolution, on a vu son évolution. On a vu son évolution au cours du temps de cette image ici qui est corrigée, qui a une correction de drift. Et vous voyez aussi en dessous, c'est que les données de stimuli, donc la température en l'occurrence, qui sont du porte-objet, sont parfaitement synchronisées avec l'image. Les caméras à détection directe peuvent profiter à d'autres techniques, en fait. Donc,
quelles autres techniques, par exemple la spectroscopie de perte d'énergie. On voit typiquement ici deux seuils sur un assez lointain en perte d'énergie, hein, qui sont avec très faible rendement, donc très bruités, donc avec une caméra scintillateur où on voit les hachures ici se montrent qu'on a énormément de bruit et la base vous montre qu'on a vraiment beaucoup de bruit ici. Si on compare ça avec ce qu'on peut avoir en détection directe, ben on voit que le bruit au niveau est beaucoup plus faible ou très peu visible, et surtout on distingue ces deux signaux caractéristiques ici qui sont les raies L3, L2, L3 et L2 du strontium, alors que vraiment la deuxième raie on ne la voyait pas apparaître. Donc ça nous permet de faire en détection directe en fait des temps d'exposition par pixel beaucoup plus courts, et donc limiter la dégradation des échantillons sous le faisceau, qui arrive très souvent, par exemple, même si on a un matériau oxydé, ils peuvent se réduire sous le faisceau. Et ça permet aussi d'aller chercher des seuils de perte très lointaines, où les rendements sont très faibles, et détecter des éléments traces. Une autre application qui dépasse le cadre de la microscopie électronique en transmission, qui est le BSD, où on applique maintenant la détection directe. Et puis, quelque chose qu'on a évoqué tout au début, à savoir la technique de single particle analysis qui permet de faire en cryo-M remonter à la structure de protéines. Quelques réflexions finales. Donc, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'au cours des 10 dernières années, en fait, il y a eu d'énormes changements technologiques qui ont été apportés aux caméras. Et ces améliorations ont permis d'augmenter fortement la capacité d'analyse en microscopie électronique à haute fréquence et à haute sensibilité, d'étendre les plages de dynamique et aussi donc de travailler sur des échantillons faible dose. L'acquisition de données, ce n'est pas tout en fait. Il faut aussi, une chose qui est extrêmement importante, c'est disposer d'outils online, même au cours d'acquisition, pour pouvoir traiter online toutes les informations et pour pouvoir éventuellement réorienter ces observations avant de stocker ou transférer les données qui seront jugées pertinentes. Donc, le choix de caméra, il n'y a pas de choix absolu. Chaque choix de caméra va dépendre, encore aujourd'hui, va dépendre de vos propres recherches. C'est d'abord des spécifications matériaux, des techniques que vous allez utiliser, du nombre d'utilisateurs, de l'expertise des utilisateurs et du coût, évidemment, de la caméra. Quels sont les défis du futur? En fait, on l'a évoqué plusieurs fois, c'est l'extension de la gamme de tension, par exemple pour les caméras à détection directe, puisqu'on a restreint la K3 par exemple, travaille dans une gamme de tension de 200 à 300 kV. Les caméras alpines et métro travaillent de 80 à 200 kV, de 100 à 200 kV. Voilà. On ne sait pas aujourd'hui faire des capteurs affinés qui permettent de faire toute la gamme de tension d'accélération. Il est important aussi de travailler sur des détecteurs à plus grande vitesse, comme on l'a évoqué. Ça permettrait par exemple d'augmenter les limites de perte de connexion sur les caméras à détection directe, mais ça bénéficierait à toutes les techniques d'analyse aussi, telles que le cas des STEM ou l'analyse HILS, pour permettre d'aller plus vite et donc surtout de limiter au maximum la dégradation des échantillons sous le faisceau. Les défis futurs aussi, un des défis futurs, c'est, j'ai évoqué dans cet exposé de l'in situ, on parle donc de quantité de données extrêmement volumineuses, et on peut facilement générer en quelques minutes quelques dizaines de téraoctets. Donc c'est un des points sur lesquels il est important de travailler dans le futur. Et tous ces défis futurs, tous ces capacités, tous ces développements-là auront pour but d'aller vers ce qu'on appellera l'analyse en temps réel en mètre. Et c'est-à-dire non seulement de voir, mais
d'analyser quantitativement tous les signaux au cours de la même session pour pouvoir prendre des décisions, on va dire, critiques, pour pouvoir optimiser l'acquisition et ne sauvegarder que l'expérience qui sera parfaitement optimisée du point de vue acquisition. Et aujourd'hui, tout ceci est encore en développement et ça nécessite encore des développements, des interfaces graphiques et de logiciels. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser. N'hésitez pas. Pas de questions? Dans tous les cas, vous connaissez mon adresse mail. Si vous avez des questions, je vous invite à me poser les questions directement par mail. Donc, j'essaierai d'y répondre ou je demanderai à mes collègues qui sont plus spécialistes des caméras, mes collègues américains qui pourront vous répondre aussi. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et puis au plaisir de vous recroiser bientôt au cours de différentes conférences. Au revoir.